Allez, après ce petit jingle, on est de retour à Teuchenthal avec Michael Pichon. On va revenir maintenant au MX1. La première manche tout à l'heure, victoire de Stefan Everts, mais on a longtemps cru que Kevin Strijbos allait pouvoir l'inquiéter. Peut-être dans cette deuxième manche. Il a fait une très belle manche, Strijbos. Melotte était bien. Et puis une grosse fin de course de ton coéquipier, Jonathan Barragan. Ah, c'est vrai, et puis il ne faut pas oublier Steve Ramon qui malheureusement a chuté dès le premier virage alors qu'il avait fait la pole. Donc ça peut être un client aussi pour cette deuxième manche. Ouais, mais, revenu 9e hein, quand même, ouais. Steve Ramon. Et puis c'est vrai que Barragan a vraiment été impressionnant lors des 3-4 derniers tours puisqu'il a fait des chronos meilleurs qu'Everts et Strijbos. Hein. Il roulait quasiment 1 seconde, 2 secondes plus vite qu'eux. Et moi c'est vrai que je le sens bien sur cette deuxième manche Barragan. Et il faudrait qu'il prenne un bon départ. Il est un peu placé large hein, à cause de son temps chrono qui n'a pas été super. Oui, 14e temps seulement, c'est ça qui est assez étonnant. Et puis un petit mot peut-être sur Pascal Leray aussi qui est revenu d'assez loin. Il termine 8e après être parti au-delà de la 15e place avec une bonne sortie de grille. Il a réussi le 11e chrono, Pascal. Il peut espérer sur un circuit qui devrait lui convenir une bonne perf. Ouais, je pense que c'est bien. Petit à petit, il remonte en puissance. Faut pas oublier qu'il a été arrêté 3 mois cet hiver, donc il a eu un début de saison difficile. Moi j'étais là pour le vivre avec lui puisqu'on s'est entraîné ensemble et la reprise de la moto a été dure, hein. 3 mois d'arrêt c'est vraiment long. Et petit à petit il retrouve son niveau, c'est pas évident. Mais en attendant, depuis le début de saison, il est souvent dans le top 10 et c'est son objectif de toute façon. Maintenant ce qui lui manque c'est vraiment un bon départ pour confirmer et je pense que si d'ici nos 2 courses il devrait être capable de se rapprocher du top 5. À suivre également, hein, sûrement, la paire de Tanel Lehoc qui nous a impressionné en fin de course. Il a réussi son meilleur chrono, quasiment le meilleur chrono de la manche dans le 17e tour. En toute fin de manche, ça prouve que physiquement il est plutôt prêt. Il n'a pas réussi son départ tout à l'heure, mais si Lehoc s'envole devant, il peut lui aussi venir contrarier les plans de Stefan Everts. Sans parler de Dicker aussi qui roulait vraiment vite au moins en début de manche puisqu'il est parti dernier. Exact, on a oublié de Dicker effectivement. En se retrouvant coincé au premier virage et qui remontait quasiment à la 5e ou 6e place. Ouais, 5e la première manche. 5e la première manche, donc c'était vraiment un beau retour. Allez, le départ. Primordial, à noter également la présence des Français Vanni et Coulon. On a oublié Melotte aussi qui a fait une belle première manche. Ouais, 4e, s'il fait dans le tout dernier tour. La dernière manche de ce Grand Prix d'Allemagne, c'est pour tout de suite. C'est parti. Alors Lehoc est apparemment quelqu'un plutôt bien sorti, Stefan Everts également. Cette fois-ci a priori ça se passe plutôt bien. Là, il y a encore une chute. Ah oui, grosse chute avec impliquant plusieurs pilotes dans la descente. Il y a une Kawa, je me demande si c'est pas Lehoc. Non, Lehoc il est devant, Melotte qui vient de chuter aussi. Ouais. Pascal a l'air pas mal, Pascal Leray qui semble être dans les 5-6 premiers je pense. Ah si, c'est peut-être finalement Tanel Lehoc, pourtant il était bien sorti. J'ai l'impression, ouais. Non, il est là, deuxième. Et Pascal qui est 4e. Hein. Ouais, Pascal Leray, Brian Jorgensen. Il y a peut-être un bon coup à jouer avec un autre pilote Kawa, une Suzuki. Ah, Pascal qui perd 2 places d'un coup, là, c'est dommage. Et Kevin Strijbos qui est juste derrière Pascal Leray. Et c'est Ramon 3. Steve Ramon, Jorgensen est là. Barragan qui a raté son départ, qui est aux alentours de la 8-9e place. Et Julien Ville, encore une fois bien parti. C'est dommage, Pascal qui s'est fait doubler par Bill et Jorgensen dès le deuxième virage. Ouais, Bill qui a fait une belle première manche à 7e. Federici qui a chuté dans la descente. Claudio Federici qui décidément a énormément de mal à retrouver son niveau. Allez, c'est parti très fort avec Tanel Lehoc qui avait menacé, qui avait mis sous pression Everts à Belpuig. Sera-t-il rééditer sa performance? Ramon est bien, Jorgensen également. Ça glisse, hein. Le petit arrosage. Pascal qui a encore perdu une place. C'est dommage qu'il n'arrive pas lorsqu'il part devant comme ça, il n'arrive pas à venir. Ramon qui attaque Tanel Lehoc. Voilà, il a la poussière. Il y a des différences d'adhérence assez importantes. Ils sont arrosés dans certains endroits. Allez, Ramon, Tanel Lehoc à l'intérieur, ça passe toujours pour le pilote Kawa qui conserve sa deuxième place alors qu'Everts tente déjà d'imprimer le rythme de s'envoler. Jorgensen qui avait gagné son premier Grand Prix ici il y a 2 ans, s'est loupé tout à l'heure. Il est aux avant-postes cette fois-ci. Jorgensen c'est un peu un pilote assez étonnant quand même. Il est vraiment capable du meilleur comme du pire.
Stéphane Everts. Everts qui encore une fois a réalisé le all shot, hein, ce qui... C'est vrai qu'il a une régularité au niveau du all shot en plus d'être sûrement le plus fort actuellement, déjà depuis un moment. En plus de ça, ça aide, hein, dès qu'on part devant, c'est quand même déjà beaucoup plus simple. Ramon, Jorgensen, Bill, Strybos à 6 secondes. Et Pascal Leray qui est là-bas, qui est derrière, faut s'accrocher. Hein. Pascal le voilà numéro 6 attaqué par Jonathan Barragan. Oh là là, c'est chaud entre les deux hommes. Barragan là vraiment qui lui a bien coupé devant. Heureusement que Pascal a bien il a anticipé. Parce que sinon c'était la chute. Allez, Pascal Leray numéro 6. Pascal doit essayer de s'accrocher à Barragan parce qu'on sait que Barragan est vraiment rapide. Hein. Ouais, d'autant que derrière il y a du client avec De Dyker notamment qui est pas très loin. Il a loupé son départ une nouvelle fois. De Dyker, il est en train de revenir. Le voilà, Ken De Dyker sur les talons de Pascal Leray. On revoit le départ au ralenti de face. Mais l'autre qui était pourtant bien parti. Hein. Pascal qui était 4. Là, voilà la chute de Cédric malheureusement, qui avait fait une très belle première manche. Tanel Lehoc, Steve Ramon à la poursuite de Stéphane Everts. Et derrière c'est toujours Brian Jorgensen. Alors Everts, en cas de succès, hein, remporterait le 91e Grand Prix de sa carrière. Ramon qui ne peut pas sortir la grosse attaque parce que je pense franchement qu'il est plus rapide que Lehoc et ça serait maintenant ou jamais d'aller chercher Everts. Hein, parce qu'il faut encore une fois, il ne faut pas trop le laisser partir. Tout à l'heure, dans le premier tour, il était vraiment au contact de Lehoc, mais là il a lâché un peu. Et on voit que ça glisse vraiment, ça glisse beaucoup. Et Brian Jorgensen, transparent depuis le début de la saison. Là c'est étonnant, ouais. En plus en première manche il n'a pas réalisé une super course. Non, il était mal parti aussi. Là, il se rattrape bien, là il a le bon wagon, donc ça va lui permettre de partir. En tout cas ça va être compliqué pour les autres derrière, notamment Barragan de revenir parce que maintenant il commence à déjà y avoir les écarts. Voilà, c'est important. Barragan a 10 secondes du leadership alors que De Dyker a doublé Pascal Leray. 10e place pour Garcia Vico. Et Julien Bill, hein, qui confirme sa belle première manche, il est parti devant à chaque fois. Bill, il faut rappeler que l'an passé il roulait en MX3, 3e du championnat derrière Brogolmans et Yves de Maria. Ouais, il roule bien, là il accroche le rythme de Strybos, donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Je pense que c'est des circuits qu'il aime bien aussi, les conditions Barragan rapides et dures. Barragan, De Dyker, Pascal Leray. Barragan qui semble encore être très rapide dans cette deuxième manche. Mais qui arrive pas. C'est pas évident en plus de doubler sur cette piste. L'attaque de Barragan à l'extérieur là-bas dans la pluie poussiéreuse. Ça passe quand même sur Julien Bill. Et Barragan qui a sauté le petit double dans la ligne droite, là qui n'a pas l'air évident à cause des ornières. C'est sûrement le seul pour l'instant que j'ai vu faire depuis le début de la manche. Barragan, il a pris goût au podium, hein, 2e au Portugal, il a envie de récidiver, 3e tout à l'heure de la première manche. Il attaque, hein. C'est clair qu'il en veut, hein. Il arrive vite dans les virages, il saute plus fort. On a vu par rapport à Strybos dans la descente, il a sauté 2-3 mètres de plus que lui. Donc j'ai l'impression qu'il a vraiment envie. Là, il est plus que jamais en course de toute manière pour à nouveau monter sur le podium. Même chose pour Strybos d'ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est des circuits qui donnent pas forcément de grosses bagarres. Oh là là, c'était chaud l'attaque de Dyker. C'est difficile comme circuit parce qu'on voit que les pilotes se battent pour trouver l'adhérence. Ont du mal à... Pascal Leray. Pascal qui revient, sur Julien Bill. C'est bien, il faut s'accrocher Pascal. J'ai l'impression que Bill, je sais pas s'il a une baisse de régime ou quoi, mais
dans l'espace d'arrière. Là, il s'est fait doubler par Barragan, De Dicker. Pascal est revenu dans sa roue. Donc il faut absolument que Pascal en profite tout de suite, quoi. Il faudrait à nouveau voir les écarts, hein, car le trio Strybos, Barragan, De Dicker pourrait se rapprocher un peu plus des hommes de tête, à savoir Everts, Lehoc et Steve Ramon. Ah, c'est impressionnant, l'abattage de De Dicker, on a l'impression qu'il est sur un 80. C'est vrai qu'il il est vraiment très grand. Alors regardez devant, Everts, Lehoc, Tanel, Lehoc qui est pas loin derrière, hein, comme en première manche, comme Kevin Strybos avait su le faire. Tanel, Lehoc qui tient le rythme de Stéphane Everts. Ouais, puis qui a l'air vraiment d'attaquer dur en plus, hein. On le disait tout à l'heure, il a fait un super chrono en fin de manche, le meilleur, en 2-3 au 17e tour. Donc il a l'air vraiment il est revenu, il est très vraiment motivé. Il est en position d'attaquer Stéphane Everts. C'était le cas de Strybos qui n'avait pas su le faire tout à l'heure. Tanel, Lehoc de son côté, aura-t-il une opportunité? Réponse dans les minutes qui suivent. Il avait déjà mis sous pression Everts à Belpuig. C'est bien reparti. Du coup, Ramon a lâché un petit peu là, il n'arrive pas à suivre le rythme. Donc c'est une grosse attaque aussi, un style assez impressionnant, Lehoc, notamment dans les virages. Là, on le voit remettre vraiment les gaz, hein, dans les ornières. 26 minutes plus de tours. Si physiquement il tient le choc jusqu'au bout, ça pourrait être un client pour Everts. Ouais, il va vraiment vite. Everts qui a été doublé à la régulière depuis le début de l'année par un seul pilote, hein, par Sébastien Tortelli à Agueda. Ramon est... C'est vrai je vois mal Lehoc doubler Everts, mais bon, en attendant, là il a l'air très rapide. Bon, c'est vrai qu'au niveau, je ne sais pas combien de temps il va pouvoir tenir avec la dépense d'énergie qu'il est en train de fournir, mais c'est vrai que quand on regarde Everts, ça n'a quand même rien à voir. Donc je pense que là, Lehoc est excité, il a Everts en point de mire, il pense qu'il peut le prendre. Mais bon, est-ce qu'il pourra tenir? On est qu'au 4e tour et je ne suis pas convaincu qu'il arrive à tenir toute la manche. Ouais, c'était déjà un peu comme ça tout à l'heure, hein, avec Strybos, hein, qui était... Mais là, Lehoc, il est vraiment à l'attaque, hein. À mon avis, là, il prend quand même pas mal de risques. Mais bon, de toute façon, c'est des pilotes qui veulent progresser. Et c'est comme ça que ça se passe, hein. Il faut s'accrocher. Et s'il est plus vite, il faut qu'il passe absolument, hein, Et puis bon, après, c'est un peu une manière de faire douter Everts, même si je pense qu'Everts ne craint pas forcément Lehoc sur la durée du championnat. Non, mais bon, quand même. Mais bon, Everts en ce moment a vraiment envie de tout gagner, donc pas seulement que les manches, que les Grands Prix, il veut aussi gagner les manches. Et je pense qu'il est pas vraiment prêt à lâcher une manche à n'importe quel pilote. C'est vrai qu'il réussit quand même un début de saison assez incroyable. Everts, il a tout gagné, toutes les courses de préparation. Je crois qu'il serait prêt à aller à la chute pour vraiment gagner la manche, et c'est sa mentalité depuis le début de saison. Barragan qui est parti à la faute alors qu'il était revenu vraiment sur les talons de Strybos. C'est dommage, il repart juste devant apparemment Garcia Vico, c'est-à-dire probablement à la 9e ou 10e place. À noter qu'il est reparti rapidement, hein. Mais je crois qu'il a plus ses lunettes. Démarreur électrique, donc c'est quand même un gros avantage, parce que sinon il n'a plus de lunettes. Par contre, ça va être compliqué. Embêtant, parce qu'il y a pas mal de projections quand même. Surtout là, si il se fait doubler, là ça va être encore plus compliqué ensuite. Voilà, c'est une histoire d'Espagnol en plus, hein, avec Garcia Vico. Voilà, maintenant ça va devenir difficile pour lui, parce qu'il avait le champ libre, à moins qu'il repasse tout de suite. Mais je pense que Vico a vu qu'il n'avait pas de lunettes, et du coup il va en profiter. A priori, Pascal Loret a pris le meilleur sur Julien Bill. Ça attaque fort pour Barragan à l'intérieur. Il faudrait un petit point sur le classement, ce serait pas mal. Avec Pascal là-haut qui a doublé Bill. Du coup, Pascal, il doit être 6 ou 7e. Voilà, c'est ça. Puisqu'il va gagner 2 places. De Dicker également est plutôt pas mal. Ça va être compliqué maintenant, c'est vraiment dommage pour Barragan. Et Barragan, il est reparti à l'attaque, hein, mais on ne comprend pas, je comprends pas pourquoi il a enlevé ses lunettes. C'est bizarre dans ces conditions-là. Everts et Lehoc toujours devant. Et Lehoc un peu, Everts un peu à l'image de la première manche, qui va imposer son rythme. Lehoc qui risque de peut-être s'endormir un peu derrière, alors qu'il est peut-être un peu le plus rapide, mais s'il n'arrive pas à trouver
la faille, il va pas s'endormir parce que ça va quand même très très vite, mais il va tomber dans le faux rythme d'Everts. Bon, c'est pas un faux rythme, mais Everts c'est vraiment bien le faire, de rouler un rythme un petit peu inférieur de ce qu'il est capable. Et puis à la 20e minute, quand il va décider d'en mettre un bon coup et quand il va sentir que Léoc lâche, il va prendre le large. Et à moins que Léoc vraiment arrive à trouver l'ouverture, et ça serait vraiment beau de voir doubler Everts. C'est toujours sympa en revanche de pouvoir assister à ce genre de bagarre et l'opposition des styles. C'était aussi le cas entre Stéphane et Sébastien Tortelli à Guéda. Là, c'est deux pilotages totalement différents. Mais là, Léoc, il est vraiment énervé. Alors vous vouliez... Quand tu voulais, Mickaël, tout à l'heure faire un petit pronostic, tu regrettais de ne pas l'avoir fait. L'attaque peut-être, attention, Stéphane Everts est prévenu, un petit pronostic. Everts ou Tanel Léoc alors? Disons que là, je prends pas trop de risques en disant Everts, avec ce qu'il vient de gagner dernièrement. Mais bon, moi je pense que ça va être sur le physique qui va l'avoir Everts. Ça va pas être... À une demi-seconde, il n'y a rien du tout. Ramon à 5 secondes. Jorgensen. De Dijker. Et Pascal Leray, 7e. Un Barragan qui a sûrement un souci. Mickaël, il est désormais 16e. Jonathan Barragan. Ah ouais. Moi, je pense qu'il a dû s'arrêter pour prendre des lunettes, à mon avis. Je pense que c'est une erreur parce que il aura du mal à revenir même à la place où il était, mais c'est pas évident, quoi. C'est vrai que d'un autre côté il risque de se blesser en suivant un pilote de trop près avec les yeux, mais par contre pas beaucoup de bagarres malheureusement, parce que comme je disais tout à l'heure, le circuit il glisse beaucoup, les pilotes se battent énormément pour maintenir l'adhérence. Avec les 450 c'est pas évident. On aurait bien aimé voir Léoc porter 2-3 attaques là. Non, il a tenté un truc à l'intérieur il y a quelques minutes. Allez, Kevin Strybos. De Dijker. Et pourquoi pas un retour... De Dijker qui a dépassé Strybos. Oui, il est 5e de Dijker. Pourquoi pas un retour de Dijker? C'est encore possible pour aller chercher une place sur le podium dans cette manche. Belle progression de Dijker. En plus, il est seul chez Honda Kaz avec la blessure de Coppins. Il fait mieux que limiter la casse. Je pense que Strybos qui a beaucoup donné en première manche, donc il fatigue un petit peu là dans cette deuxième. Et Léoc il lâche rien, mais bon, j'ai pas l'impression qu'Everts soit à 100% non plus. Non, mais pour l'intérieur du championnat, c'est vrai qu'on avait un peu peur que Stéphane se balade. C'est pas le cas quand même, même s'il va sans doute gagner cette manche. Léoc lui met la pression, Strybos a su lui mettre également en première manche, donc c'est plutôt intéressant pour la suite. J'ai l'impression qu'en fait la plupart du temps Everts il se jauge par rapport au pilote qui est derrière lui. Ça m'étonne toujours à chaque fois de voir que peu importe le pilote qui y a derrière, que ce soit un pilote Kawasaki, Suzuki, KTM, il gagne. On peut remarquer que jamais Everts gagne avec 20 ou 30 secondes d'avance. Il gagne toujours justement avec quelques secondes d'avance, ça lui suffit. Et il gère la pression du pilote derrière. S'il y a trop de pression, il accélère un petit peu. S'il sent qu'il part, il ralentit. Donc ça lui évite aussi peut-être physiquement de se griller. Et puis c'est sûrement aussi ce qui fait sa force sur une saison. Le circuit commence à être piégeux quand même. Il y a pas mal d'ornières dans les portions rapides. Là on voit les motos partir un peu de travers. C'est quand même chaud cette fin de course. Léoc qui est vraiment prêt à porter une attaque. Mais Everts il se retourne pas, donc ça veut dire qu'il ne sent pas vraiment de pression. Là c'était beau ce qu'il vient de faire. Parce qu'on a vu pas mal de pilotes galérer. On le faisait l'année passée, ça passait à peu près bien d'aller sur l'eau, mais là cette année c'est vrai qu'on avait vu aucun pilote le faire pour l'instant, mais il a trouvé une bonne trace à l'extérieur. Un bon coup de gaz, bon, c'est un peu raté à la réception, mais ça lui a permis quand même de gagner une bonne seconde par rapport presque tombé carrément dans le virage, Stéphane Everts.
Justement, au niveau des traces, on sait que toi, c'est une de tes grandes forces. Quand tu te bagarres avec un pilote comme Everts, quand tu es derrière lui, c'est aussi quelqu'un qui a des lignes intéressantes, qui sait éviter les trous, qui trouve des traces intéressantes, forcément. Ouais, Everts, il a toujours des bonnes traces. Il recherche aussi, c'est pas il essaye de faire évoluer ses trajectoires en fonction de la durée de la course. Les traces qu'on a au début de course, c'est pas forcément les mêmes qu'on a après 10 minutes et encore pas les mêmes après 20 et après 30. Donc il faut sans arrêt évoluer et réfléchir pour de nouvelles options. Et ça, certains pilotes ne savent pas forcément le faire. Et lui, de toute façon, je ne vais pas lui apprendre à faire du motocross. Alors, on revoit justement là, le passage. Mais c'est clair que là, il lui a pas manqué grand-chose. Par contre, c'était un petit peu risqué parce que je pense que c'est la première fois qu'il le faisait. Il a certainement dû le faire hier, mais aujourd'hui, avec les ornières, il ne l'avait pas refait, je pense, puisqu'on ne l'avait pas vu faire. Et là, c'était un petit peu chaud. Là. Mais je pense qu'au prochain tour, il devrait le réaliser plus facilement s'il reprend la même trace. On va suivre ça avec intérêt. À moins qu'il juge que ça soit trop risqué. Et du coup il va reprendre une trace plus classique, mais je pense que mentalement il est assez sûr de lui pour aller refaire la même chose. Pascal le reste 7ème, 8ème et 7ème, c'est un beau grand prix pour Pascal en ce moment. C'est ce que je disais tout à l'heure, petit à petit il se rapproche du top 5. Et puis bon, il y a des pilotes il y a déjà quelques pilotes qui sont ratés, là il n'a pas voulu le refaire. Et c'est clair que ça ne lui sert à rien de prendre des risques, mais bon, pour en revenir à Pascal, il y a des pilotes en moins, il y a des pilotes qui se ratent, donc Pascal il est là, il est régulier, il est régulier, une qualité qu'on ne peut pas lui retirer. C'est clair, il est là entre 6 et 10 quasiment à chaque manche, et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, et il faut qu'il continue comme ça. Moi je pense qu'il manque à Pascal aujourd'hui, c'est un manque de vitesse un petit peu, il lui manque peut-être une seconde et demie en vitesse pure, et il le sait de toute façon. Il a juste bien joué, il s'est arrêté pour remettre des lunettes Barragan. Du coup, il est mieux avec lunettes, mais malheureusement, il doit être très loin. Et sur un circuit comme ça, vu des écarts, le peu d'écart qu'il y a entre chaque pilote, ça serait compliqué pour lui de revenir. 25e là pour aller chercher sur certains circuits, on change de lunettes. Quand il y a des gros écarts, on peut facilement revenir dans un top 10. Mais là, ça va être compliqué pour lui. Et bon, c'est dommage parce qu'il avait quand même réalisé une belle première manche. Mais là, il perd des points. Mais bon, par exemple, Pascal, en 2 manches, il va marquer autant de points, voire plus de points que lui, grâce à sa régularité. Donc du coup, Pascal qui va se retrouver sûrement 8 ou 9 au classement. Ouais, je pense qu'il va passer en 8e. Pareil pour Melotte qui a fait une deuxième manche qui a raté, puisqu'on l'a vu tout à l'heure au bord de la piste. Il a pris un tour par Stéphane Everts. Il s'est arrêté, donc du coup Pascal qui risque au général aujourd'hui de réaliser un beau Grand Prix. Quasiment en 7e. 5 ou 6e, 7 ou 8. Il va être pas mal. Ouais. Donc c'est des gros points d'engranger et manque plus qu'à prendre des meilleurs départs, je pense, c'est ce qu'il lui faut, et travailler un peu sa vitesse, et après il sera pas loin du top 5. Tanel Lehoc toujours derrière Stéphane Everts, il lâche rien Tanel Lehoc. On pensait que physiquement il allait peut-être un peu craquer comme Sraigo ça l'avait fait, c'est pas du tout le cas, même s'il n'est pas en position vraiment d'attaquer Everts, il est toujours là, 4-5 mètres derrière. Là, Everts c'est bien passé là pour Stéphane Everts. Ouais, mais qui prend quand même un peu de risque, et apparemment il y a une marge dans l'ornière et c'est pas évident à faire. Mais c'est clair que Lehoc, il s'accroche au guidon, il lâche rien. Ça fait plaisir à voir en tous les cas. Et Tanel Lehoc qui est lui aussi régulier, qui attaque fort et qui ne chute pas beaucoup depuis le début de la saison. Il a l'air assez sûr quand même. C'est vrai que malgré qu'il a un pilotage assez agressif et avec une grosse attaque, il chute rarement. C'est une attaque quand même bien maîtrisée. C'est vrai, quand on doit faire des chronos, on a l'impression que là, ça fait peur et qu'il joue vraiment sa vie, mais finalement, il ne chute pas beaucoup. Et puis dans les manches, il est là à chaque fois. Et même tout à l'heure, en réalisant un mauvais départ, il a fait une course régulière sans prendre trop de risques et pour finir 5e, je crois. Et donc, ça montre quand même que les pilotes, ils progressent à la fois en vitesse et aussi ils prennent de l'expérience un petit à petit. Des chronos similaires, 2-6, 2-6, 2-5, 2-5 dans le 8e tour.
il lâche vraiment rien et puis c'est vraiment la grosse attaque. Hein. Il a plus de réussite que son coéquipier Sword, hein, qui monte du MX2, qui s'est cassé la cheville ce matin malheureusement pour lui. Le deuxième pilote Kawa. Et encore une fois, Yann De Groot qui a fait confiance à un jeune pilote pas vraiment connu, et c'est un peu sa spécialité, hein, le team manager hollandais, d'aller chercher des jeunes, de les emmener vers le plus haut niveau. Ça semble bien parti une nouvelle fois avec Tanel Lehoc. J'ai l'impression que là, les Verts sont en train de faire le forcing et que ça devient compliqué pour Lehoc de rester au contact. Derrière, Ramon est toujours troisième, mais il est largement décroché depuis un moment maintenant. Steve Ramon qui va même sans doute devoir se méfier du retour derrière de certains pilotes, pourquoi pas de Dijker. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, hein, depuis le début de la manche. Les pilotes ont du mal à trouver des ouvertures. Je suis vraiment surpris que Lehoc s'accroche, hein, comme ça. J'aurais vraiment cru qu'il lâcherait bien avant. Donc il faut vraiment surveiller ça de près, parce que du coup Evers n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Là, ça va sûrement se terminer avec peu d'écart, hein, entre les deux hommes. Oui, et puis Evers par contre, quand il a peu d'avance dans les derniers tours, des fois on l'a vu, hein, en début de saison, comme en Espagne, où il fait des petites glissades de l'avant des fois. Là, c'est ce qui pourrait se passer, parce que Lehoc continue à lui mettre la pression. Je pense pas qu'il ira faire une erreur, mais Lehoc, en tout cas, il lâche pas. Mais Stéphane semble quand même bien gérer. Il est moins sous pression, par exemple, qu'il avait pu l'être avec Sébastien du côté d'Aguilar dans la première manche. On le sent quand même moins à fond, comme c'était le cas avec Pourcel. Il en a sans doute encore un petit peu sous le coude là. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. On a l'impression qu'il jauge bien quand même Lehoc et qu'il le contient. C'est clair que pour Stéphane aujourd'hui, c'est moins dur d'avoir Lehoc dans sa roue que Coppins ou Tortelli ou moi à une époque. Même en début de saison à Valence, quand il est dans sa roue, il commettait beaucoup d'erreurs. Parce que ça le rend forcément beaucoup plus nerveux que Lehoc, mais je pense qu'il commence quand même à craindre ses pilotes. Il le disait, hein, hier, ce matin, lors de ses interviews, il disait il commence à craindre Strybos, Lehoc, et il ne se trompe pas, parce qu'ils vont de plus en plus vite. Et surtout, c'est des pilotes qui sont non seulement capables de le suivre, mais pas sur 10 minutes maintenant. Ils le suivent quasiment toute la manche. Le prochain Grand Prix, ce sera au Japon, le 21 mai prochain. Ensuite, la Bulgarie à Sevlievo, l'Italie à Montevarchi, et puis un nouveau circuit avec le Grand Prix d'Angleterre. Un circuit qui accueillera également le motocross des nations en fin de saison. Et Steve Ramon toujours en troisième position, qui se rattrape bien de sa première manche. 9e tout à l'heure après une chute, 3e en ce moment. Derrière de Dijker qui est pas très loin quand même, hein. Ah ouais, qui revient, qui attaque fort, et 4e place de Dijker. Ouais, de Dijker encore impressionnant aujourd'hui, un beau résultat. Ouais, il mériterait de réussir un peu mieux ses départs. Parce qu'avec un gabarit comme le sien, avec une 450, ça joue moins quand même que sur des petites cylindrées, ou ça joue quand même un petit peu? Non, je pense que ça joue moins, mais non, ça joue même. Ça joue pas du tout. Je pense pas qu'il soit. Il a l'air d'être très costaud, mais il est pas lourd, hein. Je pense pas. Il a l'air d'être surtout affûté. Mais par contre, sa moto est quand même assez basse de l'arrière, et donc je suis pas convaincu qu'il puisse mettre les gaz en grand tout le long de la ligne droite et qu'il cabre pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il se rapproche vraiment maintenant de Steve Ramon. La dernière marche du podium de cette manche n'est pas encore jouée. Et Strybos, lui, voilà, virtuel 2e de ce Grand Prix. Belle course ensemble, hein, Kevin Strybos. Ouais, mais bon, sur cette deuxième manche, c'est dommage, hein, il était quand même. Il a pu faire mieux là. Il était 4 au début, et
C'est quand même bizarre qu'il aille se faire doubler par De Dicker. Là, tous les pilotes, les places semblent un peu figées là. Mais il se passe peut-être pour la troisième marche du podium quand même. Hein. Ou la victoire, hein, on ne sait jamais. Kevin qui a l'air mieux qu'il était tout à l'heure là. Je trouve qu'il attaque un peu plus et en tout cas il attaque plus que Ramon, j'ai l'impression. On le retrouve justement Steve Ramon. Et Tanel Lehoc qui est toujours là. C'est clair. Sur les talons de Stéphane Everts. Il lâche pas. Il sera allé chercher, s'il s'impose Stéphane Everts, il sera quand même allé chercher ces 2 victoires en se bagarrant du début jusqu'à la fin. Ah, Lehoc là qui commence à... Il y a des signes qui montrent un peu qu'il est en train de fatiguer. Là, la moto se redresse dans les virages. Donc il n'arrive plus à mettre trop d'angle. Ça c'est un signe de fatigue. Il n'arrive plus à accompagner la moto dans les virages. Et là on voit qu'il est en train de perdre pas mal pendant ce tour. Voilà, il a quasiment, ça y est, il a perdu le contact en quelques virages. Je pense qu'il a quasiment... il a lâché, il a dit c'est bon là, je crois que je peux pas. Et il a vraiment tout donné et à un moment donné, il a fini par craquer. On ne peut pas lui reprocher grand chose sur cette manche. Ouais, là, là j'ai vraiment l'impression qu'il lâche. Allez, 5 minutes 45 plus de tours. Avec un podium qui devrait se composer de Stéphane Everts, Kevin Strijbos et ce garçon Tanel Lehoc. Avec une Kawa qui semble aussi plus performante que l'année dernière. Une moto qui brille aux États-Unis avec James Stewart et qui commence à briller ici avec Tanel Lehoc. Bah maintenant, c'est vrai que ça fait quand même 2-3 ans que les 450, tout le monde travaille dur sur les 450. Hein. Au début, ça a été un peu difficile pour toutes les marques. Mais aujourd'hui, il y a une grosse progression de la part de tous les constructeurs. Et elles sont quand même assez proches toutes les unes des autres. Mais c'est vrai que Lehoc il roule de mieux en mieux et moi ça me surprend parce que je m'attendais vraiment pas à avoir un pilote comme ça, être capable de taquiner Everts lors de manches de Grand Prix tout de suite quoi. Je me disais peut-être encore dans 1 an ou 2 ou peut-être fin de saison, mais là dès le début de saison c'est quand même un pilote qui se montre assez dangereux pour la victoire. Allez, Stéphane Everts à quelques minutes maintenant de sa 91e victoire en Grand Prix. Ouais, ça y est, il a fait... Je crois que Everts il a compris que Lehoc avait lâché et lui aussi il se relâche un petit peu. Il y a 3 secondes 3 d'avance maintenant pour l'officiel Yamaha Rinaldi. Derrière Lehoc, toujours second. Loin d'être menacé par Ramon. Ramon, en revanche, il devrait se méfier du retour de De Dicker. Lehoc qui est complètement... Ouais, ça y est, 2-5, 2-7, hein, c'est 2 secondes au tour dans le 14e. Ouais, ça s'est vraiment vu au tour d'avant. Hein, dans l'espace de quelques virages, il a tout lâché. Et... c'est un petit peu logique, mais en attendant, il a quand même tenu 30 minutes. Et ça, c'est une bonne surprise. Il avait déjà fait un beau Grand Prix à Belpuig. Donc, ouais, il n'est pas passé loin de sa première victoire de manche. Hein. Il avait commis une petite erreur, une chute. Il avait offert ensuite la victoire à Strijbos, mais surtout que c'est un garçon qui est rapide dans le sable également, hein, Tanel Lehoc. Non, puis ils ont quand même lâché. Hein. On voit 16 secondes avec Ramon. Ça veut dire que Everts avait quand même un bon rythme hein, et que Lehoc a réussi. D'ailleurs, c'est un petit peu Lehoc qui a imposé le rythme à Everts hein, en restant dans sa roue en quasiment toute la manche. Hein. Du coup, les autres derrière, ils n'ont pas réussi à suivre. Et 16 secondes, ça va finir avec 20 secondes d'écart à la fin de la manche. C'est assez énorme sur cette piste-là. Allez, on revient sur De Dicker. 4e à la poursuite de Steve Ramon. Apparemment, il y croit encore. Hein. Il fait le forcing pour essayer de revenir
sur Ah non, il Ramon. est troisième, ça y est, il est passé. Il est passé, Ken De Decker. On n'a malheureusement pas vu le dépassement de De Decker. On le sentait depuis un petit moment. Il s'était rapproché. Ouais, on voyait bien qu'il attaquait. À mon avis, ça fait pas longtemps qu'il est passé. Et du coup, il donne tout ce qu'il a pour se donner un peu de marge pour les derniers tours. À 14 derrière Lehoc. En revanche, Ramon n'arrive vraiment plus à suivre le gros coup de pompe de Steve Ramon, qui devrait même être bientôt menacé par son coéquipier Kevin Strybos, qui réussit une fin de course plus intéressante. Dyker, il peut regarder derrière. Normalement, ça ne devrait plus revenir maintenant. Pascal Leray toujours 7ème devant Julien Bill et derrière Brian Jorgensen. Pascal qui pourrait peut-être se rapprocher de Jorgensen, parce que Jorgensen a souvent des problèmes pour finir ses manches. Hein. Il a souvent pas mal de problèmes physiques. Alors que là, Strybos est passé. Ah non, Ramon est toujours donc 4ème place. Mais Strybos est passé devant Steve Ramon. Non, c'est toujours là Ramon et Strybos qui est quasiment revenu dans sa roue. Ah non, t'as raison. Non. Si, ça y est, Ramon. Alors, ouais, Ramon en grande difficulté. On ne sait pas si il s'est raté mais il a perdu deux places en un tour quasiment. Ouais. Ah, du coup, Strybos qui se récupère pas mal dans cette deuxième manche. Il n'est pas vraiment loin de Dicker. Hein. Non, et surtout, il est en train de s'assurer la deuxième place du Grand Prix. Bientôt les deux derniers tours de ce Grand Prix d'Allemagne MX1. La 91e victoire de Stefan Everts. Ça se voyait tout à l'heure que Kevin avait retrouvé un petit peu un second souffle. Hein. En début de manche, il n'était pas super vite, mais là, il avait bien récupéré. Et on l'a vu passer devant Cyril Coulon, le Français, qui est au ralenti, qui n'aura pas marqué de points aujourd'hui. On espère qu'il aura à nouveau sa chance dans les semaines à venir. Il n'ira pas au Japon, ça c'est sûr, mais ensuite, on aimerait bien revoir Cyril face aux meilleurs pilotes mondiaux. Et c'est là aussi qu'on voit quand même la grosse différence qu'il y a entre le championnat de France et le championnat du monde. Hein. Cyril Coulon qui se bagarre avec Pascal Leray en élite. Aujourd'hui, Pascal il fait 2 fois dans les 10 et Cyril il rentre pas dans les points. Ce qui lui a manqué, c'est les départs. Hein. Je pense que Cyril il est capable d'aller de marquer des points et de faire. C'est clair que Pascal je pense qu'il sera automatiquement devant en Grand Prix parce qu'il a un an d'expérience et puis Pascal, je pense qu'il est un peu plus vite. Puis Pascal progresse, hein. Il est encore dans une période de progression par rapport à sa blessure. Mais Cyril, ce qui lui a manqué, c'est un bon chrono. Hein. Il a raté un petit peu ses essais, il fait le 30e temps. Et là, c'est impossible de faire un bon départ à la 30e place ici à Tochental. La 30e place, c'est quasiment assuré d'un départ dernier. Donc à partir de là, sur une piste comme ça, c'est impossible de revenir, surtout quand c'est ton premier Grand Prix. Mais c'est un garçon qu'on aimerait quand même revoir, hein, qui est... À mon avis, sur d'autres pistes, sur d'autres pistes avec des meilleurs temps, parce que les chronos, c'est important pour pouvoir être bien placé, faire un bon départ, prendre le bon rythme. Je pense qu'il est capable d'une place dans les 15 premiers, 15-16 premiers. Mais bon, c'est clair qu'il y a une différence de rythme. Hein, ça a toujours été le cas depuis des années entre le championnat de France et les Grands Prix. Il y a un rythme complètement différent et c'est ce qui fait que le championnat du monde, c'est le championnat du monde. Kevin qui lâche rien, j'ai l'impression qu'il cherche même à revenir sur De Decker. Il reste que 2 tours, mais j'ai l'impression qu'il y croit. Allez, Stefan Evers dans ses toutes dernières minutes de course. Une manche assez longue. Hein. Malheureusement, pas beaucoup de bagarres, c'est dommage parce que... On a vraiment cru quand même que Lehoc allait pouvoir menacer jusqu'au bout Stefan Everts. Ah, il leur manque quoi à Strybos et Lehoc, il leur manque pour aller jouer avec Evers jusqu'au bout 10 minutes. Ouais, 10 minutes, puis de l'expérience. Hein. Et puis aussi un pilotage un petit peu différent aussi. C'est pas qu'une question de minutes aussi, c'est que c'est des pilotes qui dépensent quand même beaucoup plus d'énergie que Stéphane. Et Everts, quand on le regarde rouler, on voit bien que non seulement c'est un pilote qui a un bon physique, mais aussi c'est un pilote qui force beaucoup moins qu'eux.
surtout par rapport à Léoc, qui a une grosse dépense d'énergie. C'est son style, mais c'est vrai que par rapport à Evers, c'est difficile. Et de Dijker toujours en 3e. De Dijker et qui craint un peu le retour de Strybos, hein, parce que Strybos... 5e de la première Strybos manche. qui est pas loin. 3e maintenant, ouais. Belle course de Strybos, il a mis un peu plus de temps peut-être à, C'est à se dommage, mettre dans le rythme. c'est dommage, il s'est fait doubler par De Dijker en début de manche, il était pas vraiment dans le rythme lors des premiers tours. Et puis là il se ressaisit, c'est peut-être un peu tard, mais bon il y croit encore apparemment. Et il reste un tour ou deux et il va peut-être pouvoir aller le chercher, mais De Dijker il a aussi un bon physique et ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Kevin, mais c'est jouable, hein, il revient vraiment fort. Il revient très fort. Mais même pour le podium, ça va jouer vraiment à pas grand chose, hein, parce que De Dijker a fait une bonne première manche. Même chose pour Strybos, même chose pour Tanel Léoc. Alors Evert va gagner le Grand Prix, c'est sûr, mais derrière, ça risque vraiment de jouer à rien du tout. Pour l'instant, on aurait Evers, Strybos et Léoc. Il jette des coups d'œil derrière De Dijker. Ouais, surtout il les sent sauts, vraiment que Strybos met la pression. C'est le dernier tour et je crois qu'il va il va rien lâcher, il va prendre tous les risques pour pouvoir finir 3e. En plus de Dijker qui n'avait pas non plus réussi un super départ. Mademoiselle Strybos elle a l'air plutôt confiante. Ça va être compliqué quand même. Maintenant, il reste un demi-tour, un peu plus d'un demi-tour et Kevin qui recoupe, qui a l'air quand même fatigué. Hein, c'est normal, là on est à 37-38 minutes. Là, c'est vraiment la fin. Mais il donne vraiment tout. Je pense que tous les deux ils vont réaliser un bon chrono là dans le dernier tour. C'est vraiment la nouvelle génération, hein, ces pilotes. Bah oui, parce que même Ramon a du mal un peu à tenir tous ces jeunes. Et pourtant Ramon il fait partie des jeunes, mais il était quand même parti 2 ou 3 Ramon et puis finalement il a lâché. C'est décevant quand même pour un garçon qui est capable de réussir à d'épaule. Il a quand même du mal à confirmer ensuite, hein, à chaque fois. Toujours très rapide au chrono. Ouais, puis là, maintenant qu'il y a des jeunes, d'autres pilotes qui arrivent, ça va devenir aussi compliqué pour lui. Allez, Evers qui s'y retourne une dernière fois. Il n'y a pas de problème. La victoire, elle est pour lui. Un nouveau doublé, le 2e de la saison. 91e Grand Prix pour Stéphane Evers qui va creuser l'écart en tête du championnat du monde. Tanel Léoc qui lui aussi lève le bras. De Dijker, Strybos et Strybos qui n'était pas si loin, qui sont revenus aussi sur la fin. Ça finit roue dans roue et ça montre quand même que ces 3 pilotes là ils ont vraiment progressé fort durant l'hiver et ils ont une bonne vitesse, hein. Ils finissent seulement à 6 secondes d'Evers. Ramon qui est toujours pas passé. Ouais, Ramon a vraiment craqué sur la fin quand même, hein. C'est assez étonnant. Le voilà, Steve Ramon, 5e. D'un autre côté, Ramon il est tombé au départ en première manche, donc il a vraiment dû se battre pour revenir à la 9e place en première. Jorgensen et donc Pascal Leray qui devrait arriver 7e. C'est son meilleur résultat de la saison, Brian Jorgensen. Pascal Leray effectivement qui devrait lui aussi franchir la table d'arrivée en 7e position après sa 8e place de la première manche. Il va marquer des bons points, terminer probablement aux alentours de la 6e place de ce Grand Prix et puis être bien placé au niveau du classement provisoire. Et le voilà. Donc ça fait encore 2 belles manches, hein, pour Pascal, régulier. Ouais, au niveau du classement provisoire, hein, Evers qui va faire le break aux alentours de 40 points d'avance maintenant sur Tanel Léoc. Tanel Léoc qui lui aussi devrait afficher 152 points au compteur devant Strybos 3e, De Dijker et Barragan qui a perdu gros malheureusement dans cette seconde manche. Voici le classement, donc Evers, Léoc, De Dijker, Strybos, Ramon, Jorgensen, Pascal Leray, Julien Bill, auteur lui aussi d'un très beau Grand Prix.
Le Ray et Julien Bull, 7e et 8e, 8e et 7e. Julien Bull qui a remplacé Crocard chez Yamaha Dixon et qui a aussi quelques bonnes perfs. Et puis Garcia Vico, Priem. C'est vrai qu'un garçon, quand on voit par exemple Colin Dugmore 11e ou Danny Tebers 12e, c'est vrai qu'un garçon comme Coulon devrait pouvoir s'approcher de ce genre de place avec un bon départ. Non mais c'est sûr, de toute façon sa place c'est là, c'est entre 10 et 15, il est capable, mais voilà, c'est juste, c'est son premier Grand Prix, il a un peu d'expérience. Mais bon, ça se fait pas en un Grand Prix, c'est vraiment, ça demande du travail et ça va venir. Mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'il ait fait un mauvais temps parce que je pense que c'était un circuit, comme on le disait, qui sourit aux Français et je pense qu'il avait une carte à jouer. Mais bon, il y en aura d'autres, il est jeune, c'est ses débuts en Grand Prix, donc pas s'affoler et s'inquiéter, ça va venir. Alors on disait que ce circuit avait tendance à pas trop se défoncer. C'est vrai que les premières manches étaient ultra rapides. Les secondes, le circuit avait quand même pas mal de pièges, pas mal d'ornières, de trous. Finalement, c'était quand même assez compliqué. Ouais, c'est compliqué. En plus, ça fait des trous bien cassants, rapides et des circuits habituellement qui sont durs nerveusement parce que ça dribble beaucoup. On a toujours peur de perdre l'avant ou que l'arrière parte. Une grosse chute, donc ça c'est le résumé de cette manche, une grosse chute dans la descente avec la Claudio Federici notamment. Ensuite Cédric Melotte qui était bien parti, lui aussi se retrouve à terre devant Stefan Everts, tout de suite mis sous pression par Tanel Lehoc. Troisième place pour Steve Ramon qui va longtemps détenir cette position et puis on va croire que Tanel Lehoc peut-être ira chercher Stefan Everts et au fur et à mesure, au fil des minutes, le champion du monde belge va accentuer son écart. De son côté, Ramon baisse de rythme. De Dijker se rapproche. Kevin Strijbos se rapproche également. Et Lehoc qui va renouer avec le podium. Un podium et une première marche que Stefan Everts n'a pas quitté depuis le début de la saison. Que l'on parle course de préparation ou Grand Prix. 4e victoire consécutive. Ce que je trouve vraiment dommage quand je vois la rediff de la manche, c'est le circuit. Je trouve que les circuits quand même en Europe évoluent peu. On est quand même en 2006. Le circuit, moi j'ai roulé pour la première fois à Tuchenthal en 2000. Le circuit, il existe depuis quasiment 15 ans, 20 ans. Les premiers Grands Prix qui est à Tuchenthal sont vraiment vieux et le circuit évolue très peu. Et ça, c'est vraiment un petit peu, je pense, le problème qu'on rencontre un peu en Europe. C'est dommage, je pense qu'il y aurait moyen d'améliorer les pistes, de les faire évoluer. Je ne parle pas de changer complètement radicalement les circuits, mais de les faire évoluer avec des nouveaux sauts. Tous les ans, des fois, c'est un peu usant de rouler toujours sur le même circuit. C'est un peu ce qui fait la différence avec les circuits US qui évoluent en permanence. Tous les ans, on des nouveaux sauts, des nouvelles tables, des nouveaux obstacles, des whoops. Ça, on en parle souvent, mais on a du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi les organisateurs européens ne prennent pas exemple sur ce qui se fait aux États-Unis. En plus, c'est pas si compliqué que ça. Sur AB Motor, on a la chance d'avoir également l'Outdoor US. On voit tous les ans les circuits, il y a tellement d'ornières différentes, ça change sans arrêt. Il y a surtout cette consistance de terre retournée, arrosée. C'est vrai que ça donne des courses plus attrayantes, des belles bagarres. Et puis aussi à regarder, c'est souvent plus intéressant. Là on voit bien que les pilotes, aujourd'hui c'était béton, ça glissait. Les pilotes ne peuvent pas vraiment donner le maximum de ce qu'ils peuvent parce qu'ils se battent aussi avec la moto. C'est difficile de faire passer toute la puissance d'une 450 sur une piste comme celle-là. C'est vrai qu'aux États-Unis on voit jamais un circuit sec comme ça. En outdoor c'est impossible. Jamais, et puis surtout avec des passages techniques sans être dangereux pour autant, avec des passages techniques intéressants, des camels, des doubles. On peut faire des obstacles un peu type PSX sans sont forcément dangereux. Et puis bon, pour les jeunes, ça serait aussi intéressant qu'ils s'y mettent un petit peu. Je veux dire, Kevin Strijbos, Tanel Lehoc sont des pilotes quand même qui ont 20 ans. Et s'ils veulent évoluer par rapport aux pilotes américains, ça serait bien qu'on pense à eux et qu'on leur fasse tous les ans qu'on fasse évoluer les circuits dans le bon sens. Du coup, ça va dans le sens inverse. On supprime par exemple les whoops à Belpouig. C'est des décisions, c'est vrai, assez surprenantes qui sont. Là, honnêtement, moi, je comprends pas. Et bon,
vais pas polémiquer là-dessus, mais on fait marche arrière. Les hoops aux États-Unis, j'ai les cassettes des bagarres JMB Stanton en 89, je crois, ou 90, dans ces années-là. Aux États-Unis, en outdoor, ils avaient déjà des whoops, ils avaient déjà des doubles, des camels. C'est plus de 15 ans en arrière. Et aujourd'hui, on fait marche arrière en Europe. En 2006, on supprime les hoops, qui déjà n'étaient pas vraiment pas trop nombreux. Il n'y en avait pas toutes les courses. Et c'est pas là qu'il y a eu le plus de blessés, hein. Bien au contraire, c'est pas forcément des endroits très dangereux s'ils sont faits intelligemment. Mais on fait un peu marche arrière sur certaines choses et franchement c'est dommage. C'est dommage pour les jeunes, mais c'est dommage aussi que certains managers poussent pas dans cette direction parce que ça vient d'eux aussi. Déjà que le fossé entre les États-Unis et l'Europe est assez grand sur le plan du pilotage. Bah, si nous on va en marche arrière et qu'eux ils continuent à aller de l'avant comme ils le font, bah, dans quelques années ça sera encore plus grand, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Alors il y a quand même certains clubs qui essayent de faire c'est clair, notamment les clubs français. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on est des pilotes et puis parce que c'est dans notre mentalité. On a toujours eu en point de mire les États-Unis et puis aussi c'est intéressant pour le public, c'est intéressant pour tout le monde, pour les fans. De voir évoluer les pilotes en 2006 on a quand même des machines qui sont vraiment performantes. Donc pourquoi utiliser des machines si performantes sur des circuits qui ont 25 ans ? Il faut quand même faire évoluer, que tout évolue dans le même sens en même temps. Et ça c'est un état d'esprit qui est un peu présent dans l'ensemble du paddock. Quand tu discutes de ça avec Stéphane Everts, qu'est-ce qu'il en dit ? Non, lui je pense que ça le dérange pas trop, mais bon c'est un pilote qui est un petit peu de l'ancienne génération et qui s'en fout un petit peu, mais il est évident que si on en les loupe, ça le dérange pas trop, quoi. Il faut quand même souligner, il y a aussi quelques très beaux circuits. On parlait de la prochaine étape, le Japon, c'est un circuit quand même moderne qui est assez sympa. Les circuits anglais aussi depuis quelques années. Oui, mais bon, on a quand même aussi beaucoup de circuits de sable et ça c'est quelque chose un petit peu qui va dans le sens de tous ces pilotes, hein. Nous, pour les Français, c'est pas toujours évident d'avoir 3 ou 4 Grands Prix de sable dans l'année, alors que on n'a aucun circuit un peu type PSX, mis à part peut-être les Grands Prix de France. Ouais, même si cette année il y en a il y a deux, hein. Il y a l'Europe et le circuit irlandais. Ouais, voilà, bon, c'est vrai. Sablonneuse. Ouais, c'est aussi intéressant d'avoir au moins un Grand Prix de sable. Non, mais c'est clair que les Grands Prix de sable, bon, cette année il y en a moins qu'il y en avait. Mais bon, de toute façon, ça fait partie d'un championnat qui est du sable et du dur. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage qu'on n'évolue pas dans le sens un petit peu de moderniser les circuits. Je prends l'exemple de Tochental parce que je pensais à ça tout de suite. Quand je vois à la fin les images, je me dis que les sauts, ils ont au moins 15-20 ans et que ça n'a pas changé. Et que le site, il est magnifique. Il y aurait vraiment moyen d'améliorer tout ça et de moderniser pour tout le monde, pour les spectateurs, pour les pilotes, ça serait vraiment le pied, quoi. Et malheureusement, on va revenir. Les pilotes reviendront là l'année prochaine, et ça sera encore le même circuit, ça sera encore le même dans 2 ans, dans 3 ans, et c'est dommage. Ouais, on va conclure sur le chapitre des circuits, mais c'est vrai que c'est une discussion très intéressante. Et puis, on va suivre justement l'évolution sur les prochaines pistes. Non, sinon, je vais juste pour la plaisanterie, mais là, je vais me proposer en tant que pourquoi pas. Track designer. Voilà, track designer. Je vais aller voir José Pelongo et lui proposer mes services pour faire les circuits. Mais bon, là, je pense que si c'était le cas, beaucoup de pilotes et beaucoup de managers auraient peur que je m'enflamme un petit peu. Non, ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser effectivement de travailler sur ce genre de choses. Oui, pourquoi pas, mais il y a plein de choses à faire. C'est vrai que sur les pistes, il y a beaucoup de choses à faire, mais je sais qu'un pilote comme Pascal, par exemple, qui est quand même plusieurs fois champion de France Supercross, nous on a quand même la chance en France, et il y a plusieurs pays comme l'Allemagne qui font beaucoup de SX. Et bon, ça serait un petit avantage. Nous, on ne veut pas forcément avantager. Ce qu'il faut, c'est que le niveau européen s'améliore sur ce point de vue. Et là, avec les circuits qu'on a, c'est quasiment impossible. Alors, on a revu le classement provisoire.
Evert, donc, qui a réussi une bonne opération aujourd'hui avec 50 points de plus. Il en a 40 d'avance sur Tanel Lehoc. Strybos de Dijker sont son 3e et 4e. Et puis le premier français, c'est toujours Sébastien Tortelli, un 7e. Mais malheureusement, on ne reverra pas Sébastien cette année. Et Pascal Lerel à la 8e place. Grâce à sa belle régularité, un beau Grand Prix aujourd'hui qui pourrait lui permettre de progresser dans la hiérarchie. Ouais, puis il prend le large par rapport à ses poursuivants directs, à part Melotte. Mais Melotte a fait une belle manche en première, mais a raté la deuxième. Donc tout va bien, quoi. Il est 8, il peut se rapprocher du top 5 après quelques courses, ça serait quand même pas mal. Allez, on va retrouver la réaction du grand vainqueur du jour. Yamaha en tête du classement des constructeurs avec 31 points d'avance sur Suzuki. Stéphane Evert dans quelques instants au micro de Pascal Audiquer pour sa réaction. 91e victoire en Grand Prix et une deuxième manche bien maîtrisée malgré les assauts répétés pendant plus de 20 minutes de Tanel Lehoc. Il ne devrait plus tarder, Stéphane. On vous rappelle, la semaine prochaine, rendez-vous à Saint-Jean-d'Angély pour le championnat de France élite. Les 2 catégories, en plus un championnat de France cadet. Stéphane, alors, Stéphane 91 victoires en Grand Prix. Vous avez gagné la deuxième manche, même si Lehoc a vraiment poussé très fort derrière. Dans la première manche, c'était Kevin Strybos, dans la deuxième, c'était Tanel Lehoc. C'est des jeunes qui roulent de mieux en mieux. Physiquement, ils vont de mieux en mieux. Je sais qu'il faut vraiment que j'essaie de ne pas commettre la moindre faute. Alors qu'on a un petit souci. A priori, à nouveau, on retrouve Stéphane. Voilà, Stéphane très heureux des performances de sa Yamaha, notamment. Et on remercie également tous les fans allemands qui l'ont soutenu. Deuxième doublé consécutif, 4 manches d'affilée remportées par le pilote Yamaha. 192 points. Il reste invaincu pour l'instant en 2006. Kevin, congratulations, second overall. Kevin, bravo, deuxième de la journée. Vous avez montré qu'avec un poil plus de vitesse, vous pourriez inquiéter Stéphane. Strybos qui est plutôt heureux, qui va donner le meilleur de lui-même pour essayer de combler ce petit retard justement face à Stéphane Evert. Peut-être que ça ira mieux sur d'autres circuits, mais il a réussi à une belle course avec des fins de manche concluantes. Puis j'ai l'impression que les jeunes, ils n'y croient pas trop forcément. Ils sont vraiment satisfaits de leur position. Alors, troisième, Yann De Groot m'a dit que vous aviez eu un problème à l'épaule avec une injection. Ça s'est finalement bien passé. Oui, effectivement, j'ai vraiment un petit problème avec l'épaule. Je suis vraiment très heureux de ce Grand Prix finalement dans ces conditions. Une deuxième place en seconde manche alors que j'étais diminué physiquement, c'est bien. C'est clair que si c'est vraiment mon cas, apparemment c'était une petite luxation de l'épaule. Là vraiment c'est encore plus impressionnant parce que j'ai déjà eu ça et c'est pas toujours évident de rouler surtout sur cette piste là. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui, un Grand Prix d'Allemagne super intéressant. On se retrouvera le 21 mai prochain pour le prochain round au Japon et on espère vous retrouver également très bientôt, Mickaël, et merci d'être venu en tous les cas aujourd'hui avec nous. Salut à tous. Merci, à bientôt, au revoir.